Ça, c'est 3 étoiles dans le Michelin, vaut le voyage. S'il y avait quelques 3-4 choses à retenir de cette réunion de ce soir, c'est certainement là l'une des choses les plus importantes qui devrait vous frapper l'esprit. C'est l'article 121 du TEFU. L'article 121 du TEFU fixe le principe que l'Europe, l'Union européenne, par son truchement qui est la Commission européenne, doit bâtir des rapports, présenter régulièrement des rapports sur les grandes orientations de politique économique, les GOPE, que doivent respecter les États membres de l'Union européenne, que ça plaise ou pas. Et ceci afin d'aboutir à ce qui est écrit en haut des traités, du traité de Rome, une union sans cesse plus étroite. Imaginez. Ça fait 59 ans qu'on est en train de bâtir une union sans cesse plus étroite. Alors, comment ça marche? Pour bâtir ce rapport sur les grandes organisations de politique économique, c'est le Conseil. Ça veut dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, sur recommandation de la Commission, donc de la Commission européenne, élabore un projet pour les grandes organisations de politique économique des États membres. Les juristes qui sont ici dans la salle auront remarqué tout de suite le Conseil sur recommandation de la Commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement est obligé d'écouter les rapports de la Commission. Il n'a le droit que de dire oui ou non. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement, imaginez, par exemple, que François Hollande ait une idée. Bon, je reconnais que l'exemple est mal choisi. Imaginons qu'il ait eu une idée. Il n'aurait même pas le droit de l'ouvrir. Il est obligé, lui, comme les chefs d'État et de gouvernement, d'écouter, parce que la Commission européenne, dans les traités, a le monopole des propositions. Ça a été conçu comme ça par idéologie, pour construire l'Europe, pour éviter qu'il y ait trop de bisbilles. Alors, la Commission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quelques centaines de fonctionnaires de différentes nationalités, élus par personne. Vous allez bien avoir 1 ou 2 Français dans le lot, mais vous avez des Danois, vous avez des Anglais, vous avez des Italiens, des Allemands, des Portugais, des Croates maintenant, etc. Et en fait, ils produisent de la norme, comme aurait dit Michel Crozier, les sociologues des administrations. C'est un phénomène bureaucratique. Ils produisent des rapports. Et ces rapports sont censés aboutir à la fusion, à la rapprochement des politiques économiques et sociales dans l'objectif prétendu de maintenir la viabilité de la monnaie européenne, de l'euro, et aussi d'assurer la convergence des économies. Alors, il faut bien préciser que quand on met recommandations et orientations, c'est de la langue de bois européiste. En fait, c'est des obligations de faire. Les États, vous voyez, c'est ici marqué, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ont présentées dans le domaine qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire. Si vous écoutez de temps en temps la télévision ou la radio, activité hautement nocive pour vos capacités intellectuelles, je vous conseille vivement d'arrêter. Reportez-vous sur Internet. Mais si ça vous arrive, vous écoutez de temps en temps à la télévision ou à la radio, on entend que M. Sapin, ci-devant ministre des Finances, est allé présenter sa copie à Bruxelles. J'ai entendu cette formule. On est allé présenter, c'est le budget de la France. On présente comme un gamin qui va présenter devant une espèce d'institutrice acariâtre des années 50 qui nous attend avec une baguette pour taper sur le bout des doigts. Et on est en train de présenter la copie. Soit dit en passant, c'est un scandale au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité actuelle, puisqu'il fait référence à cette déclaration en préambule de notre Constitution. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est précisé que la souveraineté, c'est-à-dire l'origine du pouvoir, réside éminemment dans la nation, c'est-à-dire dans l'ensemble du peuple réuni. Nul individu, nulle fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Maintenant, on trouve tout à fait normal d'aller présenter le budget de la France devant un commissaire. Il y a quelques années, c'est le commissaire européen qui s'occupait de ces questions, était un Finlandais. Il s'appelait, d'ailleurs, il avait le nom bien trouvé, il s'appelait Monsieur Rehn. Comme un
Il était finlandais, maintenant c'est un autre, je ne sais plus qui. Et le type, il était là, on dit non, vous allez changer ci, vous allez changer ça. Je fais ici une petite pause pipi, simplement pour dire, il y a des gens parmi vous qui peut-être, je ne sais pas, sont sensibles au discours qu'on entend ici ou là, notamment chez M. Mélenchon, ou chez M. Montebourg, parfois aussi chez M. Dupont-Aignan, ou chez Mme Le Pen, qui consiste à dire, bon, ben, tout ça c'est très gentil, mais nous on n'en fera qu'à notre tête. On va désobéir au traité. Alors je vous signale tout de suite que je vais bientôt faire une nouvelle conférence avec une dédicace spéciale à M. Mélenchon et Montebourg, c'est peut-on désobéir au traité? Parce qu'en fait, je pense que dans le cursus universitaire, il leur a manqué ils ont dû sécher quelques cours. Je vais leur apprendre ce que c'est que la Cour de justice de l'Union européenne. Figurez-vous que les rédacteurs des traités ont bien prévu le coup où un État ne respecterait pas ses obligations. Alors, cet article 121, il est beaucoup plus long, je ne vous en montre qu'un exemplaire, mais il est prévu toute une série de sanctions contre les États qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Hein. Notez-le bien une fois pour toutes, on ne peut pas impunément piétiner les traités, c'est-à-dire les engagements internationaux. Je le signale parce qu'il y a quelques jours, il y avait M. Montebourg qui passait sur France Inter, et on a eu un de nos adhérents, Guillaume de Guadeloupe, que je connais bien, qui a appelé et qui a dit « Mais monsieur Montebourg, vous nous parlez du Made in France, du produire en France, mais vous savez bien qu'en vertu de... » Il a cité quelques numéros d'articles, notamment l'article 63 qui organise les délocalisations dont on va parler juste après. Vous savez bien que vous n'avez pas la possibilité de lutter contre les délocalisations, que vous n'avez pas la possibilité tout simplement d'imposer le Made in France. Et M. Montebourg a eu le culot de lui répondre, on a mis ça sur notre site, de dire mais ça vous avez raison d'un point de vue juridique, mais enfin c'était sous-entendu, vous pinaillez, vous êtes quelqu'un, une espèce de, vous êtes un rond de cuir sans envergure, parce que moi, nous allons tout simplement nous imposer le politique, le bon sens, etc. Je signale à ceux qui seraient sensibles à ce discours que M. Montebourg, il a quand même été ministre du redressement productif. Pendant 2 ans, il n'a rien redressé du tout, à part peut-être le niveau de son compte en banque. On n'a jamais eu autant de délocalisation que sous son pontificat. Et pourquoi il n'a pas fait ce qu'il dit maintenant qu'il va faire? Pourquoi il n'a pas piétiné les traités? Tout simplement parce que c'est impossible, parce que nous aurions des sanctions très fermes. Hein, je le dis souvent, par exemple, c'est pas un rapport avec les GOPE, mais une directive sur les OGM. Pendant plusieurs années, les députés français ont tardé à transcrire en droit français, parce que les directives européennes ne sont pas d'application directe. Il faut les transcrire en droit national. Les députés ont tardé à transcrire en droit français la directive OGM, parce qu'ils n'avaient pas envie, revenant dans leur circonscription, de se ramasser des tomates non OGM sur la tête. Alors, eh bien, il s'est passé quoi? Il s'est passé que la Commission européenne, comme elle en a le devoir d'après les traités, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg. Vous avez des juges qui sont là et qui examinent le cas et qui disent bon alors voilà, effectivement il y a une directive OGM. Maintenant, vous, gouvernement français, montrez-nous la loi qui a transcrit la directive OGM en France. Eh bien, il n'y en avait pas. Au bout de 3 ans, donc c'était là vous avez exagéré. Donc la France a été condamnée. Voilà. Condamnée à quoi? Premièrement, à transcrire la directive OGM en France, donc finalement on avait reculé pour mieux sauter, et condamné à 163... une amende. Puis pas rien l'amende, hein. C'est pas comme si vous avez pas mis le truc dans votre parc-mètre. 163 000 € par jour de retard. Ça fait 1 630 000 en 10 jours, 16 300 000 en 100 jours, Madame Cargasson qui est comptable, vous êtes d'accord? Et ça fait en gros 50 millions en 1 an. En 3 ans, ça fait 150 millions d'euros. Chaque année, la France budgète des dizaines de millions d'euros d'amende à payer. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Alors évidemment, certains diront bon, on va faire une mélenchonnade, c'est-à-dire on va dire ben, nous, on ne paiera pas. Mais si on ne paye pas, si on s'enfonce dans le conflit, ça va très mal se terminer. C'est comme si vous étiez invité après-demain chez des amis pour le réveillon. Et puis le foie gras n'est pas terrible. Et puis on vous sert un chapon, vous n'aimez pas ça. Est-ce que vous allez je sais pas, enlever vos chaussures, puis mettre les pieds sur la table, commencer à vous éplucher les pieds au milieu du chapon et lâcher des flatulences pour faire bonne mesure? Non.
On va dire, donc quand on est dans un club, on respecte les règles du club. N'écoutez surtout pas les Montebourg et les Mélenchon, ou les mêmes Dupont-Aignan, qui vous disent que la France va rester dans l'Union européenne, mais elle va imposer sa volonté, parce que ça, c'est du nationalisme. Parce que ça veut dire, en réalité, si vous regardez les choses en face, ça veut dire qu'ils veulent que les autres pays appliquent ce que nous, on a décidé. C'est le meilleur moyen pour aller en choc frontal vis-à-vis des autres pays d'Europe. Alors, je reviens à mon propos, parce que je veux que vous visualisiez, je pense qu'il est important que les Français, le maximum de Français, visualisent ça. Ça, c'est quoi? Commission européenne, c'est le logo. Bruxelles, le 18 mai 2016, comme 2016 330 finale. Vous trouvez ça sur Internet. Hein. C'est les recommandations du Conseil concernant le programme national de réforme de la France. C'est sorti il y a quelques mois. Et si vous lisez ce document, il est écrit ce que doit faire la France en matière économique et sociale. Et regardez comment ça se présente. Je vous montre que les 2 dernières pages. La Commission, c'est la conclusion, recommande, je vous l'ai dit, c'est pas une recommandation de copains, c'est en fait une obligation de faire, et il va y avoir des contraintes de plus en plus importantes avec des amendes à la clé si vous ne le faites pas. Recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017. On arrête tout de suite. Recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017. Ça vous choque pas? Ça veut dire que la Commission européenne a décidé que les grandes politiques économiques et sociales, puis on va voir de quoi il s'agit, hein. C'est pas rien ce dont il s'agit. C'est la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA, le démantèlement du droit du travail. Ça doit s'appliquer au cours de la période 2016-2017. Alors, je vous signale qu'au mois d'avril-mai 2017, il y a quand même un truc qui s'appelle l'élection présidentielle en France, suivi au mois de juin d'un truc qui s'appelle les élections législatives. Ça veut dire que la Commission européenne, elle s'assoit là-dessus comme si ça n'avait aucune importance. Ce document-là, il faudrait le montrer à tous les Français. C'est la preuve de la dictature dans laquelle nous sommes. C'est la preuve que nous avons les européistes qui nous regardent, vous savez, comme des entomologistes. Vous savez, c'est des gens qui s'occupent des insectes. Vous avez un vivarium et puis ils regardent les peuples comme on regarderait les fourmis en disant oh, ils ont voté à gauche, ils ont voté à droite. Sachant que de toute façon, ils ont déjà tout décidé. Alors c'est quoi au cours de la période 2016-2017? D'ailleurs, notez bien que aucun autre responsable politique ne vous le dit. C'est la loi de l'omerta générale. C'est pour ça que je ne passe pas à la télé ou à la radio, d'ailleurs. Il y avait un journaliste, Robert Ménard, qui m'avait dit « Vous savez pourquoi vous ne passez pas ?» C'était avant qu'il fasse son outing du côté du FN. Et je dis « Non ». Et il m'avait dit « C'est parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. » Mais oui, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? C'est pour ça qu'il faut que je sois candidat à l'élection présidentielle, parce que moi, si je passe à la télévision, ils seront quand même obligés de me faire passer quelques instants. J'en profiterai pour dire aux Français, voilà la raison pour laquelle vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez en fait la même politique. Et le scandale, c'est que tous les autres, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, ils vous cachent ça. Parce qu'ils ont tous les mêmes intérêts à servir l'oligarchie qui pilote le truc. Alors, c'est quoi les trucs en question? Assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard, en prenant les mesures structurelles requises, en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit et de la dette. Préciser les réductions de dépenses prévues, c'est la politique de rigueur que l'on connaît depuis 25 ans. Ça veut dire que, quel que soit le président de la République pour lequel vous élirez l'année prochaine, sauf si c'est moi, puisque moi je vous propose de sortir de tout ça, mais tous les autres qui vous disent on va renégocier les traités, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il faut avancer les renégociations des traités. En fait, concrètement, au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2017, ils seront concrètement obligés de faire ça, c'est-à-dire la politique de rigueur. Point numéro 2. Vous allez goûter, si vous avez suivi ma conférence, vous allez goûter comment c'est ciselé. Veillez à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité.
Vous vous rappelez mes histoires de cerises du bas de Wurtemberg? Veiller à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la compétitivité, ça veut dire en fait baisser le salaire minimum. Alors évidemment, c'est pas mis aussi effrontément, mais c'est bien ça que ça veut dire. Puisqu'il faut que ça soit compatible avec la compétitivité face à la Bulgarie, à la Roumanie. Les réductions du coût du travail soient pérennisées, ça veut dire la baisse du coût du travail, la baisse en fait des salaires. Les gens sont embauchés sur des petits CDD, des petits trucs comme ça, pour lisser les effets de pointe, par exemple dans les commerces. Point numéro 3. Ah oui, non, j'allais oublier. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ça aussi, c'est vraiment extrêmement merveilleux comme formulation. Vous lisez ça rapidement, vous dites « Ah bah oui, bah ils sont en faveur du contrat à durée indéterminée ». Pas du tout. Pas du tout. Regardez la finesse. Il faut réformer le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on va autoriser les employeurs à virer quelqu'un du jour au lendemain, un coup de pied au cul. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc dans ces conditions, que ce soit des CDI, peu importe, puisqu'on peut virer les gens du jour au lendemain. C'est ça que ça veut dire. Hein. J'avais vu dans le programme des Républicains, enfin, j'aime pas parler des Républicains parce qu'ils se sont emparés d'un qualificatif que tout le monde devrait avoir. Disons de l'UMP. Ils avaient fait un programme assez extraordinaire. Il était question, je vous laisse méditer cette formule, j'avais dit quand même. Leur projet, c'était fusionner les CDD et les CDI. À votre avis, quand on fusionne les deux, lequel qui gagne? Tout va être en CDI ou tout va être en CDD? À votre avis? Mais c'était formidablement bien trouvé comme formule. Point numéro 3. Renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail. Bon, moi c'est une conception, là aussi c'est la fin d'une civilisation. Moi je considère que les enfants entre 3 ans et 15 ans, c'est le moment de la vie où on devrait, qui est un peu sacré, où on doit préserver un enfant du monde marchand, il doit vivre dans une espèce un petit peu, peut-être pas de cocon, mais d'un endroit où il soit préservé des questions marchandes et qu'il soit le moment où on fait de lui un homme ou une femme responsable et qui acquiert les savoirs fondamentaux et qui acquiert de la culture générale, qui acquiert du discernement, la capacité d'être quelqu'un de pleinement responsable. Moi, actuellement, on voit bien qu'il y a une entreprise de démolition, enfin, quand je dis actuellement, c'est depuis des années, de démolition de l'école républicaine pour ne plus faire, en fait, que de la chair à employer de McDo. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail, on voit bien que ce qui prime encore et encore et toujours, c'est la loi du profit, la loi de la libre entreprise par rapport à cette période de gratuité que doit être l'enfance. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on va diminuer les prestations de chômage. Ça veut dire en particulier d'encourager davantage le retour au travail. Au bout de un ou deux refus, on supprime les prestations de chômage. C'est ça que ça veut dire. Point numéro 4. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Bah tiens, c'est Uber. Monsieur Macron n'a fait qu'appliquer, parce que ça c'est un rapport, c'est sur 2016-2017, mais il y avait les mêmes sur les années antérieures. Monsieur Macron a fait qu'appliquer ça. Je me permets ici, à ce propos, de faire un petit halte et de m'adresser peut-être parmi vous, je ne sais pas quelles sont les professions des uns et des autres, mais peut-être parmi vous, y a-t-il des médecins, notaires, avocats, huissiers. Bon. Ils doivent être assez rares parce que la sociologie électorale française montre que ces classes sociales, catégories sociales favorisées, sont en général très pro-européennes. Bon, en général, les CSP++, sont très majoritairement pro-européens. Bon. Je voudrais attirer l'attention de ces personnes. Les avocats, les notaires, les médecins, les professeurs d'université, toutes les professions réglementées, je voudrais leur attirer leur attention sur ce qui est en train de se passer. Je voudrais leur rappeler ce poème du pasteur protestant allemand Niemöller, qui vivait à Berlin sous Hitler, et qui était un résistant. Il avait d'ailleurs été envoyé en camp de concentration.
Et le pasteur Niemöller a laissé, c'est assez célèbre, vous connaissez peut-être, un poème dans lequel il parle, en parlant des nazis, il dit ceci, qui est très touchant, hein, vous connaissez sans doute ce poème, il dit « Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, sous-entendu pour les emmener en camp de concentration, lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai pas bougé, j'étais pas homosexuel. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. » Vous connaissez ça, hein? Enfin, je cite de mémoire. Et bien, c'est un peu la même chose auquel devraient songer les gens des catégories socio-professionnelles plus en France. Lorsqu'ils ont détruit l'agriculture française, ils n'ont pas bougé parce qu'ils n'étaient pas agriculteurs. Lorsqu'ils ont détruit la pêche traditionnelle française, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas pêcheurs. Lorsqu'ils ont laissé détruire l'industrie française, on va le voir dans un instant avec les délocalisations, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas ouvriers. Lorsqu'ils ont laissé détruire la fonction publique française, lorsque c'est haro sur les fonctionnaires, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas fonctionnaires. Mais maintenant, lorsqu'on est en train de détruire les professions réglementées, qui est-ce qui va être là pour les défendre? Il faut bien faire attention à ces professions, ce qui les attend à un horizon de 5 à 10 ans. Hein. Des médecins payés au tarif roumain ou bulgare, des avocats, des notaires, pareil. Hein. Les seuls qui tireront profit de tout ce système, c'est les 0,001% de la population. Hein. Faut bien comprendre. Point numéro 5. Prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Ça veut dire baisser l'impôt sur les sociétés, augmenter la TVA. Ce qui veut dire au passage faire moins payer les riches, parce que si l'impôt sur les sociétés baisse, ça veut dire que l'entreprise va dégager un profit supérieur et donc va donner plus de dividendes aux actionnaires. Madame Bettencourt va être satisfaite. Mais augmenter la base d'imposition sur la TVA, ça veut dire faire payer plus les pauvres. Parce que tout le monde paye la TVA. C'est exactement, vous l'avez vu à d'autres reprises, la démolition du droit du travail, l'augmentation de la TVA, la baisse de l'IS. J'ai pas parlé tout à l'heure de la baisse des charges dans les administrations. C'est le programme de M. Fillon. Alors à ce stade de ma présentation, je voudrais qu'une chose soit très très claire. Je ne dis pas que ces mesures sont toutes mauvaises. Dans le fond, je pense qu'elles sont assez largement mauvaises parce qu'elles sont fondées sur une conception malthusienne de l'économie et uniquement sur l'aspect économie de l'offre. Il n'y a jamais d'économie de la demande. Si le programme de M. Fillon était mis en œuvre avec 500 000, à supposer que ce soit politiquement viable, qu'on mette 500 000 fonctionnaires à pied, qu'on augmente considérablement la TVA, il se passera quoi? Il se passera qu'il y aura un effondrement de la consommation, un effondrement des chiffres d'affaires des sociétés, un effondrement donc de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu s'effondrera aussi parce qu'il y aura beaucoup plus de gens au chômage, on aura une montée en flèche des prestations de chômage, et au total, on aura des recettes qui s'effondreront encore beaucoup plus vite que les économies faites. Les gens qui nous gouvernent ont absolument... Là aussi, ils ont dû manquer un cours à un moment de leur carrière, c'est le cours sur l'économie keynésienne, hein, les découvertes de Keynes. Je rappelle, ici, je suis un peu obligé de faire un petit peu de macroéconomie, mais j'essaye d'être clair. Les Français croient que l'État a un déficit, donc il faut couper dans les dépenses. Ça paraît logique. C'est ce qu'on appelle, ça paraît intuitif. Parce que les Français pensent à un couple de salariés. Si vous êtes un ménage, monsieur et madame, qui gagnez, mettons à vous deux, 5 000 €, si vous dépensez 5 200 € tous les mois, ça va pas bien. Il va y avoir un moment où la banque va dire vous êtes en découvert, maintenant vous avez trop de découverts. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous décidez de tailler dans vos dépenses. Vous allez sortir une fois de mois au cinéma, vous allez vous supprimer une ou deux sorties au restaurant, et puis au lieu de dépenser 5 002, vous allez retomber à 4 008. Vous allez reporter l'achat d'une nouvelle télévision. Ne m'achetez pas d'ailleurs, je vous signale. Non, c'est une excellente économie. Donc vous allez redescendre à 4 008 ou 4 007, et progressivement, vous allez redevenir in bonis, comme on dit en latin. Vous allez redevenir dans le vert. Voilà. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche?
Ça marche tout simplement parce qu'il y a un non-dit que personne ne n'éclaire jamais. C'est que le couple en question continue à gagner 5 000 € par mois. C'est-à-dire que quand il dépense 5 003 ou quand il dépense 4 008, il reçoit toujours la même chose. Ça, c'est un couple de salariés. Mais un État, c'est justement pas comme ça que ça marche. Parce qu'un État, les recettes d'un État dépendent de l'activité économique. Puisque en France, les 4 grandes recettes de l'État en France, c'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA et la taxe sur les produits pétroliers. Donc si vous avez des mesures extrêmement récessives, où par exemple on diminue les salaires, ben les gens qui diminuent les salaires, ils ont moins d'argent, ils ne peuvent pas consommer. C'est aussi con que ça. Si on supprime 500 000 fonctionnaires, à supposer que ce soit politiquement viable, ben là-dedans il y en avait un bon paquet qui va se retrouver au chômage, qui ne vont pas consommer. Si on augmente la TVA pour faire rentrer dans les caisses, mais les gens, comme ça, les prix vont augmenter, les gens ne vont pas les acheter. Donc en fait, on augmente le taux de TVA, mais la recette concrète de TVA vont s'effondrer, puisque les gens ne vont plus acheter. Hein, vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire qu'en fait, c'est Keynes en 1936 qui avait montré ça pour les pays en récession, avec un déficit budgétaire. Quand vous coupez dans les dépenses de l'État, quand vous augmentez les impôts pour essayer de combler le déficit, vous aggravez le déficit que vous pensez combler. Vous avez le résultat contraire à l'objectif poursuivi. Moi, j'étais directeur de cabinet, Sylvain l'a rappelé tout à l'heure, de Madame de Panafieux en 1995. À Monsieur Alain Juppé, Premier ministre, avait dit moins 8% dans le budget de tous les ministères. 21 ans après, on a des déficits comme jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à réduire les déficits. Pourtant, c'est pas faute de couper dans les dépenses publiques. Alors, je reviens à mon propos. Certains peuvent imaginer que ce sont des politiques économiques souhaitables. Pourquoi pas? Mon point, il n'est pas là. Mon point, il est qu'il y en a d'autres qui peuvent estimer que ça n'est pas souhaitable. En fait, ce sont des politiques, disons, néolibérales, ultralibérales. Ce qui est choquant, c'est que ce soit inscrit dans des traités ou dans des rapports d'Égopé. Ce qui signifie ce système, c'est que, quel que soit le président de la République pour lequel vous allez voter l'année prochaine, sauf si c'est moi qui vous propose de sortir de ce système, tous les autres seront obligés de mettre en œuvre ce programme. Vous voyez donc apparaître une asymétrie entre la droite et la gauche. Parce que là, M. Fillon, à vrai dire, il a joué franc jeu. Il a présenté son programme, qui recueille certainement l'assentiment d'un certain nombre de Français, auquel il manque, à mon avis, un certain nombre de cours de macroéconomie, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ça recueille l'assentiment de Français, disons de droite. Mais la gauche, elle ne peut pas faire un programme en disant « je vais baisser l'impôt sur les sociétés, augmenter la TVA, détruire le droit du travail, supprimer les allocations chômage ». C'est pas possible. Donc la gauche est obligée de faire un programme de gauche en sachant qu'elle va mentir. C'est le drame qu'a vécu François Hollande. Hein. François Hollande, il a été obligé de présenter un programme de gauche. Et à peine élu, il a fait le contraire parce qu'il était tenu par ça. Donc si les Français élisent Fillon, ils auront un programme, ils penseront que Fillon, en gros, a fait à peu près ce qu'il avait dit, mais ils seront mécontents parce qu'ils verront que les résultats sont très mauvais. Mais s'ils élisent quelqu'un de gauche qui fait le même programme, là, ils seront encore plus furieux parce qu'ils diront, en plus, il nous a trahis. Hein, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. En attendant, les lois Macron, les lois El Khomri dont on nous a bassinés, ça n'est jamais que l'application du rapport des grandes orientations de politique économique.